Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence. Donc, on a vu le problème de la mesure, la raison, le besoin d'une interprétation, et on a parlé de l'interprétation de Copenhague, ou plutôt de son aspect historique, comme elle est apparue. Alors, l'interprétation de Copenhague constitue donc essentiellement un ensemble de réflexions, d'articles, de séminaires qui ont été donnés, mais qui n'a jamais été entièrement et strictement formalisé. Le nom d'interprétation de Copenhague n'a d'ailleurs jamais été utilisé par leurs auteurs et fut utilisé plus tardivement, pour souligner les traits principaux, les principales vues de ses fondateurs. La raison de ce flou entourant cette interprétation est due en partie au fait qu'elle est apparue avec plusieurs auteurs. On parle souvent de Bohr, qui est le principal fondateur de cette approche, mais d'autres y ont contribué, en particulier Heisenberg ou von Neumann. Mais c'est aussi en partie lié au fait que la partie réellement importante dans son usage pratique, c'est simplement l'interprétation instrumentale, qui, elle, est parfaitement formalisée. De fait, même actuellement, cette interprétation admet plusieurs variantes, parfois certaines assez tardives, sans chercher spécialement à les attribuer à tel ou tel auteur. Parfois, si. Il existe par exemple l'interprétation, une forme, on en touchera un mot, de l'interprétation de Copenhague, qui est appelée interprétation avec réduction physique, et qui est originellement vient d'un physicien appelé Ghirardi, et qui a été ensuite amélioré et complété par d'autres physiciens. Et on n'a donc pas cherché à attribuer particulièrement à tel ou tel auteur son cas particulier, ni à définir une interprétation de Copenhague. On parle de l'interprétation de Copenhague. Alors, on peut décomposer l'interprétation de Copenhague en plusieurs points, et on approfondira certains aspects et certains concepts un peu plus loin. Alors, premièrement, le formalisme de base de la mécanique quantique est inchangé. En particulier, tout système microscopique est décrit par un état, un vecteur d'état, qui appartient à un espace de Hilbert. Pour un système isolé, l'évolution linéaire est décrite par un opérateur hamiltonien et l'équation de Schrödinger. Deuxièmement, la règle de Born donne les probabilités ou les statistiques pour l'observation d'un résultat lors d'une mesure. Troisièmement, on distingue le monde microscopique, décrit par la mécanique quantique, et le monde macroscopique, décrit par les lois de la physique classique, sans nécessairement spécifier exactement la frontière. C'est simplement deux mondes éloignés. Les appareils de mesure entrent clairement dans la catégorie des systèmes classiques. L'appareil de mesure correspond, pour l'aspect mesure d'un système microscopique, à un observable. Quatrièmement, l'application de ces règles implique qu'il est impossible de mesurer avec une précision arbitraire deux observables qui ne commutent pas comme position et vitesse. C'est le principe d'indétermination de Heisenberg. Cinquièmement, il y a une règle de complémentarité. On y reviendra. Dans les bases de la mécanique quantique, on en a aussi un peu parlé, on reviendra sur ce point. Sixièmement, la nature physique de la fonction d'onde admet plusieurs variantes. Tout d'abord, il y a l'interprétation qui dit que la fonction d'onde représente un objet physique réel. Ensuite, la fonction d'onde peut être vue
comme ayant un caractère symbolique. Elle n'est qu'une représentation mathématique des probabilités décrites par la règle de Born. Elle traduit les connaissances que nous avons sur le système. Et une variante de cette approche, c'est de dire que la fonction d'onde d'un système donné est différente pour chaque observateur parce que chacun en a une connaissance différente du système. Septièmement, le mécanisme de réduction induit par la règle de Born prend un aspect différent selon les différentes variantes. Lorsque on a une signification physique à la fonction d'onde, dans ce cas où la fonction représente réellement vraiment un objet physique, cela signifie que la réduction qui modifie cette fonction d'onde modifie aussi l'objet, donc c'est un processus physique réel modifiant l'état réel du système réel. Et enfin, dans le cas où la fonction d'onde ne représente que nos connaissances sur le système, la réduction est simplement une mise à jour de ces connaissances, sans altérer nécessairement le système. Donc voilà pour les points qui décrivent l'interprétation de Copenhague, ou les interprétations de Copenhague. Et dans la prochaine vidéo, on va commencer à approfondir un certain nombre de ces points. Je vous remercie.